Comment se positionnent les intellectuels camerounais face aux enjeux républicains dans leur pays? Prennent-ils résolument le parti de rechercher la vérité des choses, quitte à se positionner en intellectuel essentiellement contestataire, pour reprendre la formule de Mongo Betty à son sujet, ou, à contrario, penchent-ils vers un positionnement de nature à leur garantir plutôt des positions dans la société, même au détriment de toute objectivité? Du retour au multipartisme en 1990 à la crise anglophone actuelle, en passant par la question du tribalisme, les exemples foisonnent qui montrent les intellectuels camerounais à l'œuvre. Faut-il considérer alors qu'il y a une lumière qui en sort, ou plutôt seulement une impasse où la pensée vraie n'a pas de place? Deux figures du monde intellectuel camerounais nous accompagnent ce soir pour mieux cerner cette problématique. Le professeur Ambroise Comme, professeur de littérature et de civilisation africaine. Bonsoir, professeur. Bonsoir, monsieur Guizoko. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi. Je dois rappeler que vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dont quelques-uns ici. Nous avons notamment le devoir d'indignation éthique et esthétique de la dissidence, c'est Présence africaine. C'est l'un de vos ouvrages majeurs. Oui. Voilà. Enfin, l'un des derniers. L'un des tout derniers que vous avez fait paraître. Nous avons également cet autre ouvrage, Éducation et démocratie en Afrique, le temps des illusions chez l'Harmattan. Là, vous revenez aussi sur la grande crise universitaire qui a secoué le Cameroun. Effectivement. Voilà. Effectivement. Et dans les années 90. 90, je me suis inspiré de ces événements-là. Voilà. Mais nous avons également un de vos ouvrages qui vient d'être réimprimé. Réimprimé, voilà, localement. Localement, voilà, mais qui avait paru initialement en Allemagne. Voilà, Malédiction francophone. Ici, où vous interrogez justement sur le retard de la partie francophone. C'est bien cela. Et surtout sur le rapport entre les anciennes colonies d'Afrique et l'ancienne mère patrie, si on peut s'exprimer. Rapport entre colonisateurs et colonisés. Voilà. Et puis, on va l'évoquer également, la présence francophone, c'est que s'indigner veut dire Ambroise Comme et les trajectoires post-coloniales. J'ai reçu ça il y a quelques jours. C'est le nombre de mes étudiants qui sont réunis pour faire ce travail-là. Voilà. Et j'étais bien flatté de le recevoir dans ma boîte. Voilà. Donc, ce sont entre autres des contributions. Il y en a d'autres encore. Merci encore d'être venu. Bonsoir, professeur Hubert Mononzana. Bonsoir, merci de votre invitation. Alors, je rappelle que vous êtes philosophe. Notamment, vous avez beaucoup travaillé sur les questions d'éthique. Oui. Ça, c'est votre domaine de Je suis professeur de philosophie, il faut dire humblement, pas philosophe. Parce que professeur de philosophie. quand je vois des philosophes comme Sartre, comme Heidegger, et que l'on me dise philosophe, vous n'êtes pas de cet acabit-là. Il y a quand même les proportions. Ah oui, voilà. Et donc, je dois rappeler, on n'a pas vos ouvrages ici, mais je dois rappeler que vous êtes aussi l'auteur de nombreux ouvrages. Je peux citer quelques-uns. Histoire de la philosophie africaine, l'un des tout derniers, paru en 2016. En 2016, oui. Voilà, vous êtes aussi l'auteur de la philosophie négro-africaine, essai de présentation générale. Oui. Vous êtes aussi essayé à la littérature, les vampires du Gauchstadt. Oui, les vampires du Gauchstadt, oui. Voilà, et puis vous avez aussi écrit sur le sida, Pensez le sida. Je voudrais quand même rappeler une pièce qui n'est pas très connue, j'avais fait dans le théâtre aussi. Absolument. Les gosses endiablés. Oui. C'est des enfants qui avaient décidé de renverser les adultes, de les remettre à l'école et de diriger eux-mêmes la société. Ah bon? Ils avaient donc créé un parlement. Oui. Quelques 5 ou 6 ans après, nous avons créé le parlement des enfants ici à Yaoundé. Je crois que je suis pour beaucoup. Ah, vous vous inspiriez peut-être de la Crételle qui disait que les adultes ne se rappellent jamais assez qu'ils furent eux-mêmes des enfants. Donc, bien sûr, mais je rappelle que vous avez aussi écrit un livre qui a beaucoup fait parler, les chansons de Sodome et Gomorrhe. Oui, c'est un livre pour l'éthique. Pour l'éthique, voilà. Et votre dernière actualité, c'est Hubert Mononzana, Grandeur et misère d'un philosophe, avec l'un de vos étudiants, Jean-Philippe Nguemeta, qui est en dialogue avec vous. C'était une longue interview qui a donné un ouvrage. Vous revenez sur un certain nombre de choses. Merci encore une fois de plus d'être venu sur le plateau d'Equinox Télévision dans le cadre de Géopolis. Alors, professeur Ambroise Comme. Oui, mais il fallait quand même s'il y a une équité sociale. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, Ambroise. On ne peut pas passer par perte et profit. On ne peut pas avoir donc, le professeur. Oui, sans parler de l'idée sociale chez Paul Biya. J'ai l'honneur d'être le premier à avoir fait de la communication politique pour le président Biya. Oui, oui. Ouais. Ce qui vous a valu d'aller au comité central.
Vous êtes devenu... je ne sais pas si c'est ça. Hein. Oui. Moi, j'ai fait de la communication. Et effectivement, le poste qu'ils m'ont donné au comité central, c'était un poste de secrétaire à la communication et à la culture. Bon, j'ai essayé de faire le mieux que j'ai pu. Et après que j'avais officié, je suis rentré à l'université. Bien sûr. Bien, on reviendra peut-être sur ce parcours politique tout à l'heure, dans ce débat sur les intellectuels camerounais à l'œuvre. Alors, professeur Ambroise, comme d'emblée, comment se positionne l'intellectuel camerounais aujourd'hui, ou du moins d'après ce qu'on a souvent vu? Comment on perçoit l'intellectuel camerounais souvent? Je crois que la question que vous posez est tellement importante qu'on ne peut pas commencer à y répondre de cette manière-là, dire simplement comment se positionne l'intellectuel camerounais. D'abord, qu'est-ce que l'intellectuel camerounais? Comment se définit l'intellectuel camerounais? Comment peut-on catégoriser l'intellectuel camerounais? Je crois que c'est d'abord ça. Parce que dans notre pays, souvent, parce qu'on a été à l'école, parce qu'on a été à l'université, parce qu'on a quelques diplômes, du coup, on se fait passer pour intellectuel. Vous savez, il y a beaucoup d'imposteurs là dehors. Nous disions là tout à l'heure, hors micro, qu'il y a pas mal de gens qui se font passer pour professeurs sans avoir jamais enseigné un seul cours à l'université. Et ils exigent même qu'on les appelle professeurs. Et si vous ne les appelez pas professeurs, mais ils se sentent frustrés et puis ils vous en veulent parce qu'ils méritent, d'être appelés professeurs simplement parce que ce désir-là les habite. Oui. Vous comprenez? Je crois qu'il en va de même pour la catégorie de ce qu'on appelle des intellectuels. Dans un pays comme celui-ci, il y a des milliers, des dizaines, des centaines, des milliers de diplômés. Oui. Mais il y a très peu d'intellectuels. Hein? Je crois que nous devons apprendre à vivre, à discriminer. Oui. Nous devons apprendre à discriminer. De même, et puis quand on parle d'intellectuels, il faut peut-être un peu remonter le cours de l'histoire. C'est peut-être parce que nous autres, on nous appelle des francophones, ou nous nous appelons francophones, nous sommes heureux d'être des francophones, que nous avons hérité un peu ce terme d'intellectuel de la France. Parce que les autres pays, quand vous allez en Angleterre ou quand vous allez aux États-Unis, on ne parle pas beaucoup d'intellectuels. Vraiment, c'est une affaire de Français, là, où vous avez une catégorie de gens. Nous avons connu les Jean-Paul Sartre, nous connaissons les Jacques Attali, les Bernard-Henri Lévy, etc., qui sont des grands intellectuels, parce qu'ils interviennent dans la vie publique, dans le débat public, pour donner des points de vue qui sont des points de vue qui peuvent ne pas être conformes avec ce qui est en train de se passer, à la pensée ambiante. Et c'est ça. Et donc, l'intellectuel, c'est d'abord quelqu'un qui intervient pour lutter, pour travailler pour la transformation sociale, et qui ne cherche pas toujours à s'intégrer dans un courant de pensée connu ou établi. D'abord, il faut d'abord se définir comme ça. Et qui, en même temps, a des valeurs. Il défend des valeurs. Il défend des principes. Et est prêt, quand même, à se battre pour ces principes-là, pour faire triompher ces principes-là, quoi qu'il arrive. Et en cela, nous remontons évidemment à Dreyfus, n'est-ce pas? L'affaire Dreyfus. Avec Émile Zola. Voilà, avec Émile Zola. L'intellectuel, c'est lui qui recherche, comme l'avait dit Zola, qui est en quête de justice et de vérité. Donc, quand vous avez les deux termes, là, les deux concepts, justice et vérité, avouons que c'est pas facile d'être dans une société et de décider que vous allez courir, que vous allez défendre, rechercher la vérité et défendre la justice. Mais là, parce qu'à un moment donné, ça peut vous jouer des saltos. Mais là, ce qu'on vous entend, professeur Ambroise, comme on a peur parce que finalement,
au Cameroun, les intellectuels, ça risque de se limiter à une véritable peau de chagrin. Ben justement, je ne vous le fais pas dire. Oui. C'est justement là le problème. Parce que si on ne sème pas la confusion comme nous avons l'habitude de faire, parce que dans notre pays, nous avons l'habitude de créer beaucoup de confusion, faisons beaucoup de bruit pour que tout le monde passe. Et effectivement, les intellectuels, ça se réduit effectivement comme peau de chagrin. Et donc, pour répondre à votre question, il va d'abord falloir qu'on essaye de circonvenir la question pour savoir qui est intéressé, pas parce qu'on a un doctorat d'université, parce qu'on a une agrégation, parce qu'on est nécessairement intellectuel. Qu'est-ce qu'on fait de ce doctorat? Qu'est-ce qu'on fait de cette agrégation? Qu'est-ce qu'on fait de ces diplômes? Je crois que c'est ça le vrai débat. Tant que nous n'avons pas posé ces jalons-là, et tant que nous ne regardons pas dans le passé, dans le rétroviseur, pour savoir parmi les nôtres, parmi les Camerounais, que sont ceux qui ont joué un rôle d'intellectuel et qui peuvent nous servir de référents, qui peuvent nous servir de modèles, là on aura beaucoup de problèmes. Hein. On aura beaucoup de problèmes. Regardons un peu dans le rétroviseur et voyons un peu ceux que nous pouvons considérer comme des intellectuels dignes de ce nom. Et en ce moment-là, nous allons voir comment nous positionner en nous référant à cette histoire-là. D'accord. On l'abordera bien sûr. Alors, professeur Mononjana, les intellectuels camerounais, il y en a quand même quelques-uns, finalement. Oui, mon cher ami Bassek Bakobio avait dit une fois qu'il y avait 9 intellectuels au Cameroun, n'est-ce pas? Il aurait dû dire 10, parce que lui-même en était, n'est-ce pas? Mais il s'était oublié lui-même. Donc, il devait être 10 à ce moment-là. Oui. Je crois que la population des intellectuels a quelque peu augmenté. Et j'adhère parfaitement à la définition de l'intellectuel que vient de donner Ambroise. N'est pas intellectuel qui veut. Il faut d'abord avoir quelques références personnelles, c'est-à-dire exceller dans un domaine, avoir un nom dans un domaine, et à partir de cette expérience, de cette réputation, commencer à projeter des jugements sur la marche de la société. Parce que vous avez une référence et qu'on peut vous écouter. Le vendeur de beignets, il peut dire en haut là qu'il n'y a pas de démocratie au Cameroun, bon, on ne l'entend même pas. Mais si Ambroise, comme tu m'as dit, il n'y a pas de démocratie au Cameroun, un policier peut se retourner. Parce que là, ça vient de quelqu'un qui a déjà une assise intellectuelle dans son domaine et qui, à partir de cette posture, il peut intervenir dans la société. Mais le problème, c'est ce qu'il vient de dire, l'intellectuel doit rechercher la justice et la vérité. Et nous savons que dans la vie, du moins tel que l'avait dit Pascal, vérité, en deçà, et puis erreur au-delà. Ça veut dire qu'il n'y a pas une vérité établie que l'intellectuel devrait se mettre à chercher avec la lampe. Et si on part avec cette conviction qu'il y a une vérité, eh bien, on va se mettre à dire qu'une partie des intellectuels a tort, parce qu'elle ne soutient pas cette vérité et cette justice-là, et que l'autre a raison. Or, je pense qu'il faut reconnaître que les intellectuels se retrouvent dans un côté comme dans l'autre. Dans le pouvoir comme dans ceux qui luttent contre le pouvoir. Mais le problème est qu'en Afrique, on a pris coutume de dénier la qualité d'intellectuel à ceux qui travaillent pour le pouvoir. Quand François Mitterrand avait pris le pouvoir en 1981, il avait son Régis Debray. Régis Debray était un intellectuel. Et nul ne peut lui dénier sa qualité d'intellectuel parce qu'il était derrière François Mitterrand, homme du pouvoir. Pendant ce temps, les autres, les francs-cultes, sont aussi des critiques qui sont face au pouvoir. Mais ils se reconnaissent en tant qu'intellectuels. Ils font donc des débats. C'est pour ça qu'il y a des débats. S'il y avait seulement une position unique, eh bien, ce serait plutôt une doctrine. On appartiendrait à la doctrine. Mais comme dans le domaine de la vérité, il n'y a pas de doctrine établie, et il y aura toujours des gens qui marchent sur le même chemin en cherchant la vérité, d'autres vont déborder à droite
d'autres vont déborder à gauche, mais ils vont continuer à débattre et à poursuivre la trajectoire. C'est pour ça que je plaide pour un intellectuel libéral, l'intellectuel compréhensif, qui entende à gauche et qui entende aussi à droite, et qui de temps en temps peut se tromper à gauche, peut aussi se tromper à droite, et non pas l'intellectuel qui est fait d'un trait en disant qu'il ne se trompera jamais et qu'il va toujours lutter contre le pouvoir. Et je dis que cette position est intenable, théoriquement parlant. Parce que imaginez un intellectuel dont l'essence, ce qui fait qu'il est ce qu'il est, c'est de lutter constamment contre le pouvoir. Eh bien, lorsqu'il prend le pouvoir, parce que ça peut lui arriver, qu'est-ce qu'il va faire? Recommencer à se mettre en face de ce pouvoir qu'il vient de prendre? Ou alors, en ce moment-là, on l'accuserait de faire de l'art pour l'art? Ou alors, conserver le pouvoir qu'il vient de gagner et le renforcer en acceptant ceux qui étaient au pouvoir hier pour qu'ils se mettent à... Mais alors, est-ce que finalement l'intellectuel n'est pas contre le pouvoir d'abord? Est-ce que l'intellectuel est un homme de pouvoir? Non, je vais nuancer légèrement la position du professeur Mono Diana. Parce que ici, le pouvoir, certes, on ne peut pas... Un intellectuel, c'est d'abord un individu dans la société. Donc il y a toujours pouvoir et contre-pouvoir. Ça, nous sommes tout à fait d'accord. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, j'ai bien indiqué que l'intellectuel, c'est quelqu'un qui doit avoir un certain nombre de valeurs. Tout à fait. Ça veut dire que vous pouvez être un intellectuel et militer pour le pouvoir en place, sauf que le jour où vous vous rendez compte que ce pouvoir-là est en train de dérailler et que la ligne de conduite du pouvoir ne correspond plus aux valeurs qui sont les vôtres, si vous êtes un véritable intellectuel digne de ce nom, vous avez la responsabilité, le devoir de dire là, je m'arrête. Là, je ne vous suis plus. Et de le dire publiquement. Et c'est ça, justement, qui fait la qualité, qui définit l'intellectuel. L'intellectuel, ça ne veut pas dire nécessairement s'opposer au pouvoir. Non. Non, pas du tout. Vous ne vous opposez pas au pouvoir. Mais vous avez des valeurs telles que, quel que soit le pouvoir, même si vous militez pour le pouvoir, le jour où vous vous rendez compte que ce pouvoir-là est en train de dérailler, vous avez le devoir, la responsabilité de dire non. Et si le pouvoir ne vous écoute pas, vous avez de le dire publiquement et de le faire savoir. C'est ça l'intellectuel. Parce que vous devez avoir une ligne de conduite et cette ligne de conduite doit être connue de tous. Eh bien, moi, je pense que il y a d'ailleurs un peu d'opportunisme de la part de ceux qui prétendent lutter contre le pouvoir. Je connais un célèbre intellectuel dont la trajectoire est très bizarre aujourd'hui. Quand il commençait sa vie intellectuelle, il était farouchement opposé au pouvoir, en dénonçant publiquement la manière dont ce pouvoir violait constamment la loi. Et en s'en prenant à ceux qui essayaient de défendre ce pouvoir intellectuellement. C'est-à-dire, ceux-là ne prenaient pas la calache pour défendre le pouvoir, c'était à la pointe de la plume que les autres défendaient le même pouvoir. Et pareillement à la pointe de la plume, lui, il vilipendait le même pouvoir. Récupéré un jour par ce pouvoir, le critique d'en face est devenu silencieux. S'est transformé à l'intérieur de ce pouvoir au point de devenir un extraordinaire affairiste. Il s'est mis à gagner des marchés auprès de ce pouvoir. Parce que, étant intellectuel, il faisait une prise d'intérêt, il connaissait ce qui devait se passer dans le pouvoir, et créait une société pour gagner des marchés. Étant dans ce pouvoir, il en a tant aussi bien gagné qu'à un moment donné, il a claqué la porte, et il s'est mis à rechercher lui-même le pouvoir. Lui qui était essentiellement opposé au pouvoir. Il était comme Michel Foucault. Michel Foucault, c'était un homme essentiellement opposé au pouvoir. Même le pouvoir du père, le pouvoir du patron, le pouvoir du médecin, il s'opposait à tout pouvoir, Michel Foucault. Et ce jeune collègue qui s'est enrichi auprès du pouvoir qu'il avait d'abord vilipendé,
se retourne maintenant et veut devenir un homme politique. Lui qui était contre tout pouvoir en tant que tel. Il veut maintenant du pouvoir lui-même. Il veut devenir un homme du pouvoir, un homme d'un pouvoir qu'il veut créer. Alors je me dis que les positions initiales étaient donc purement opportunistes. Ce n'est pas les principes du pouvoir qu'il critiquait. Oui. Et il bavardait pour attirer l'attention et se faire intégrer dans le pouvoir. Il a réussi à se faire intégrer, mais un peu plus malin quand même. D'autres, il s'en est détaché pour créer sa formation politique et rechercher du pouvoir maintenant. Alors, c'est ça qui m'étonne dans la trajectoire de certains intellectuels. Ils ne vous disent pas franchement qu'ils veulent du pouvoir. Ils vous disent qu'ils s'opposent au pouvoir. Mais dès la moindre occasion, ils ne manquent pas de chercher à s'emparer de ce pouvoir. Alors je me pose donc la question, que feront-ils de leur posture naturellement et essentiellement critique face au pouvoir lorsqu'ils seront dans le pouvoir. Alors, oui. Enfin, je crois que c'est là le problème que pose le collègue Hubert Monodjana est extrêmement intéressant. Et ça nous renvoie à ce que je disais d'entrée de jeu. Qu'est-ce qu'un intellectuel? Qui se définit comme un intellectuel? Parce qu'il n'est pas dit, chacun est libre de mener sa vie comme il entend. Chacun est libre de mener sa vie comme il entend. Mais est-ce que ceci étant, il revendique la qualité d'intellectuel dans la société? C'est ça. Parce que nous ne pouvons pas donner l'étiquette d'intellectuel à quelqu'un qui ne s'en réclame pas. Qui ne la revendique pas. Vous comprenez? Nous connaissons, nous avons dans notre société, nous avons eu dans notre société des modèles d'intellectuels. Je peux citer des noms. J'ai travaillé longtemps avec René Philombe, n'est-ce pas, que je considère comme un grand intellectuel dans ce pays, n'est-ce pas? Ce n'est pas... Il a vécu dans une espèce d'indigence, un dénuement absolu. Un dénuement absolu, mais il était hors de question que vous l'ameniez là où il ne voulait pas, simplement pour le sortir de son indigence. Vous comprenez? Il y en a pas mal comme ça que nous avons connus. J'ai travaillé... Parce que je voulais justement poser la question. Il va finalement falloir quand même catégoriser les intellectuels camerounais. Vous citez déjà des noms là, oui, justement. Oui. Le professeur Monodjana a dit, parlant de Bassek tout à l'heure, qu'il y en avait 9, mais un peu plus maintenant, mais il faudra quand même qu'on mette les pieds dans le plat. Non, j'ai pas peur de mettre les pieds dans les plats, parce que j'en connais quelques-uns, quelques-uns quand même. J'ai travaillé avec Jean-Marc Ella. Jean-Marc Ella, que tout le monde connaît, un grand universitaire, sociologue de son état. Il n'était pas prêt à accepter n'importe quelle condition simplement parce que ça pouvait lui profiter de telle ou telle manière. Également, je peux citer Mongo Betty. Enfin, celui-là, il n'a plus besoin d'être présenté. Abel Inga, par exemple. Il y en a pas mal qui n'ont pas besoin d'être présentés. Donc, voilà un peu, je n'ai pas besoin de les citer tous, voilà. Mais quand je les cite, ceux-là que je cite, vous voyez un peu leur itinéraire, vous voyez un peu que ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas travaillé pour le pays. Ils ont travaillé énormément pour notre pays, pour leur pays. Et ils ont essayé de faire des propositions concrètes, des propositions positives. Ils ont eu la possibilité d'accéder à des positions de pouvoir. S'ils ne l'ont pas fait, ce n'est pas parce qu'ils en étaient incapables ou parce qu'on ne leur a pas offert, on leur a offert cette possibilité-là. Mais ils ont dit, écoutez, si vous voulez qu'on partage ce pouvoir-là, si vous voulez qu'on travaille ensemble, voilà à peu près les valeurs qui sont les miennes. Si vous les acceptez, d'accord. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas contre le pouvoir dans l'absolu, mais ils disaient simplement, d'accord, mais
il va falloir quand même que vous intégriez un certain nombre de valeurs qui sont les miennes, qui sont mes valeurs intellectuelles. Voilà. Justement, au sujet de ces valeurs, le professeur Mononjana, vous disiez tout à l'heure qu'il ne fallait pas sombrer dans une sorte de manichéisme des bons intellectuels et les mauvais intellectuels. Mais vous disiez qu'on pouvait être intellectuel tout en servant au pouvoir ou alors en étant à côté. Mais est-ce qu'il n'y a pas une ligne, justement, pour aller dans la suite du professeur Ambroise, est-ce qu'il n'y a pas une ligne à ne pas franchir? Est-ce que Martin Heidegger, au service de Hitler, c'est toujours encore l'intellectuel? Est-ce que finalement, il n'y a pas lieu de penser que, d'une certaine manière, c'est un peu toujours dans la notion de bien et de mal, quand même le bien qui l'emporte? Martin Heidegger, c'est pas cela? Dans le sillage hitlérien, oui. Et il a professé la supériorité. Oui, mais est-ce qu'il y a encore que... Bon, il croyait à ces principes. Oui. Je crois qu'il faut respecter les croyances de tout le monde. Hein. Il croyait, et ce que nous pouvons faire, c'est de raisonner. Oui. Et en cela, nous ne démissionnons pas de notre travail d'intellectuel parce que nous raisonnons quand même pour faire comprendre la vérité à d'autres que nous croyons égarés. Bon, et la mort nous attrape pendant qu'on débat, sans jamais qu'on ait atteint la position idéale de la vérité. Donc, je pense que, pour parler de la société camerounaise, l'incapacité d'avoir des intellectuels dans ce pays, parce que je suis d'accord avec Ambroise qu'il n'y en a pas des masses. Il n'y en a pas des masses. La raison est que les intellectuels camerounais sont si opportunistes qu'ils peuvent... Pas les intellectuels, les élites. Oui. Les élites politiques, économiques du pays, et quelquefois intellectuelles aussi, ne tardent pas à dévier pour embrasser l'irrationnel. Et c'est là la plus grande trahison des clercs. La plus grande trahison des clercs, c'est que celui que vous croyez intellectuel, philosophe ou sociologue, physicien, vous le retrouvez dans des croyances aberrantes, avec des bougies et toute autre chose du même genre. C'est-à-dire qu'ils font tout sauf le rationalisme appris à l'école. Nous ne sommes plus dans la science positive. Le positif veut dire vous posez quelque chose là et tout le monde regarde objectivement. C'est le positivisme. Mais à partir du moment où un esprit positif camerounais, j'apprends qu'il a adhéré à des loges essentiellement irrationnelles, puisqu'elles travaillent dans la nuit, pas le jour. Et presque tous sont là-dedans. Moi, je dis que c'est ça le danger du Cameroun. L'intellectuel ne veut pas s'appuyer sur sa propre raison, sur son propre jugement, sur le rationalisme pour justifier ses engagements. Il s'appuie sur les choses de la nuit. Et attend que tu adhères au chemin de la nuit afin qu'il te considère et qu'il pense que tu es bon pour le pays. Si vous n'adhérez pas, vous n'êtes pas bon pour le pays. Et Dieu seul sait où est-ce que le pays est allé lorsque tout le monde s'est mis à adhérer. Je dis que cette déviance-là, c'est le plus grand danger pour notre pays, d'avoir déserté les chemins du rationalisme traditionnel pour embrasser les chemins de la postmodernité. Parce que la postmodernité embrasse la magie, elle embrasse toutes sortes... Et le Cameroun est en plein dans cette postmodernité avec beaucoup de comportements magiques au quotidien. Alors, je voudrais ajouter quelque chose à ce que vient de dire mon collègue Mononjana. Je crois qu'il y a, je rappelle, être intellectuel a un prix. Absolument. Et le prix peut être très, très élevé, surtout dans des sociétés du tiers-monde, comme les nôtres, où le minimum vital n'est souvent pas garanti. Et où, si vous êtes intellectuel et qu'à un moment donné, vous manquez du minimum vital et qu'on vous tend le minimum vital, vous oubliez toutes vos valeurs, toute votre éthique. Vous les balancez, vous oubliez. Mais c'est là, justement, qu'il y a problème. Il ne faut pas confondre
le travail d'intellectuel avec celui des clercs et des élites. Ce n'est pas parce qu'on est élite qu'on est intellectuel. Ce n'est pas parce qu'on est administrateur civil sorti de l'ENAM qu'on est intellectuel. Ce n'est pas parce qu'on est agrégé d'université, qu'on enseigne à l'université, qu'on est intellectuel. Vous êtes une élite. Et toute société, y compris la nôtre, a une manière de former ces élites. On n'y peut rien. On ne peut pas empêcher à l'État de définir la manière de former ces élites, ces clercs. Ça ne veut pas dire que parce que je suis sorti de l'ENAM et que je suis administrateur civil, on me nomme DG de tel que je suis du coup devenu intellectuel. Non, pas du tout. Et je crois qu'il faut que nous apprenions à discriminer, à faire véritablement la différence, à voir ceux qui sont prêts à payer le prix du travail, parce que c'est un travail, le travail d'intellectuel. Quand j'ai vu Philombe travailler, quand j'ai vu Jean-Marc Ella travailler, quand j'ai vu ces gens-là travailler, quand j'ai vu Mongo Betty à Kometam, ce n'est pas parce qu'ils ne pouvaient pas aspirer et avoir plus de moyens. Ils le pouvaient. Mais il dit non, il faut que je sois là-bas, que je montre l'exemple de ce qu'il faut faire. C'est ça. Donc, il faut que nous fassions très attention, que nous ne confondions pas, n'est-ce pas, les élites, ce qu'on appelle élites, dans une société, et chaque société a la manière de définir ses élites, les clercs, avec le travail d'intellectuel. C'est tout à fait autre chose. Donc vous dites que finalement, ceux qui n'arrivent pas à se soumettre à ces exigences du monde intellectuel ne le sont pas du tout. Dans le cas du Cameroun, on voit bien, ils recherchent... Ils ne peuvent pas l'être, parce que si vous regardez, si vous faites la comparaison avec le pays qui nous est le plus proche en termes d'intellectuels, si vous regardez cela en France par exemple, tous ceux que nous avons cités, que ce soit les Régis Debré, les Jacques Attali, les Bernard-Henri Lévy, les Finkielkraut, c'est d'abord des gens qui, du fait de la manière dont la société française est organisée, qui ont des situations sociales tout à fait confortables. Tout à fait confortables, et peuvent se permettre de mener un combat intellectuel sans avoir peur de perdre leur pain. Tandis qu'ici, nous vivons dans un système où à tout moment, le pouvoir a les moyens de vous affamer. Oui. Et certains sont très sensibles à cela. Il y a des stratèges, il y a même je crois, des services. Oui. Des services, des observatoires, qui voient qui veut vivre de l'esprit ou non. Chaque travailleur se définit par l'objet qu'il utilise. Le cultivateur, c'est la machette, n'est-ce pas? Le médecin, c'est le bistouri. L'intellectuel, c'est l'esprit. Alors, si on voit que celui-là veut travailler seulement avec son esprit, il devient suspect. Il devient suspect parce qu'il ne suit plus la logique du groupe. Alors, c'est curieux de vouloir que tout le monde s'égare dans les chemins de l'irrationalisme et que tout un pays s'engouffre. Parce que quelque part, ce sont des exigences qu'on vous fait. Où vous entrez et on vous ouvre les vannes du confort. Tout à fait. Et là, vous brillez. Là, les journalistes vous appellent, ils vous interviewent, machin. Quand je suis par exemple à mon atelier, on fait une réunion sociale ou populaire quelconque, il y a des médecins dans la salle, les professeurs sont dans la salle, les ingénieurs sont dans la salle, mais on attend qui? On attend les élites. Et quand le retard consommé, vous voyez donc des pajéros qui débouchent. Là, vous voyez donc descendre les élites qu'on attendait. Et quand vous voyez la tête de ces élites, vraiment, vous vous demandez comment le pays peut se mettre lui-même à l'envers, la tête en bas et les pieds en l'air. Voilà les gens qu'on attendait. Que tout ce beau monde attendait, c'est ça. Vous pouvez vous renverser. Oui. Voyez donc, c'est un renversement total des valeurs. Voilà. C'est ça. Quand je dis souvent qu'on écarte la norme et on normalise l'écart, c'est le cas de le dire. Parce que quels sont les gens que vous valorisez dans un pays? Ces gens qui ne peuvent rien apporter.
en termes d'idées, en termes d'innovation. C'est des gens qui sont tous inscrits dans les doctrines d'autrui. Ils acceptent que autrui soit le grand maître pour diriger la société. Et c'est ça que les intellectuels dénoncent. C'est ça que les vrais intellectuels dénoncent. Vous trouverez des docteurs, j'ai des collègues philosophes qui sont en plein là-dedans. Je me demande ce qu'ils sont allés chercher là-bas dans cette galère. Ils sont rationalistes, en principe, mais ils sont aussi dans l'histoire des bougies la nuit, dans l'histoire des trans, dans l'histoire des visions, dans les histoires d'illuminisme. Mais vraiment, une société qui doit se développer. Le Moyen-Âge français avait basculé, avait reculé, parce qu'il était dans l'illuminisme. Et c'est la modernité, la philosophie des Lumières, la raison, avec les Auguste Comte. Ils sont venus mettre la raison à sa place. Et là, il y a eu la révolution industrielle. Il y a eu le capitalisme, le changement. Mais nous enfonçons plus haut que le haut Moyen-Âge, dans l'obscurantisme. Et ce sont des élites qui nous conduisent dans cet obscurantisme pour nous amener où? Alors, professeur Monondiana, quand même quelques faits. Je parlais ici des exemples qui foisonnent. Nous avons quand même eu quelques faits majeurs. En 90, retour au multipartisme au Cameroun. En fait, le débat fait rage avec la chute du mur de Berlin, tout ce qu'on a vu vent de l'Est. Et il y a au Cameroun un grand débat sur la question. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre le retour au multipartisme. Vous êtes parmi ceux qui sont contre, c'est cela? Non, je n'étais pas contre, au contraire. Dans l'idée sociale, Ambroise, comme a cité tout à l'heure, pour ne pas l'oublier, et je sais comment Ambroise comme avait reçu l'idée sociale. Bon, ça c'est le passé. Et personne ne peut être contre le multipartisme parce que c'est ça le cheminement vers le développement. Oui. Nous sortions d'une société monolithique et nous étions en train d'entrer dans une société un peu plus libérale, avec donc un multipartisme prudent. Il ne fallait pas ouvrir tout de suite les vannes. Ça aurait été manqué de méthode. Moi, dans l'idée sociale, j'avais suggéré un multipartisme modéré en 2 ou 3 parties seulement pour le pays. Parce que si on ouvrait trop, le multipartisme allait prendre la coloration des ethnies. Et bien sûr, bon, c'était une suggestion qui n'a pas été suivie et on a laissé la liberté totale et chaque ethnie a fait son parti. Sauf le parti qui existait auparavant, qui avait déjà une assise nationale, des acquis nationaux. Et il a continué à conserver ces acquis nationaux dont il avait déjà une avance. Et c'est normal que quelqu'un ait une avance et que quelqu'un d'autre ait un retard. On ne peut pas condamner ceux qui, par la force des choses, ont eu l'avance, en les condamnant de n'avoir pas eu le retard. Donc je ne pouvais pas condamner ça, mais il fallait seulement que ça aille progressivement. Et le chef de l'État lui-même annonçait un multipartisme méthodique et progressif. C'était ça la position. Ma position était celle-là. Mais avec d'autres intellectuels aussi qui vous suivaient dans cette voie, sinon qui étaient contre. Dans le camp du RDPC, on a quand même vu beaucoup de résistance, non? À cette époque-là. Il n'y avait pas beaucoup de résistance dans le RDPC. Ah bon? Il y a eu une marche quand même à Yaoundé contre le multipartisme, M. Monon. C'était contre le multipartisme précipité. Ah bon? Enfin, si, ça c'est qu'il fallait mettre dans non, c'est que les gens qui présentent cette époque-là oublient l'adjectif précipité. Voilà. Et disent qu'il y a eu une marche contre le multipartisme. Il y a la discipline du parti, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas marcher contre Paul Biya, n'est-ce pas? Vous pouvez marcher pour exprimer votre opinion. Et le président, ayant vu ces marches-là, il a dit, je vous ai compris. Voilà le dialogue au sein des mêmes partis. Je vous ai compris. Oui, parce que d'une certaine manière, vous avez été dépeint comme un intellectuel qui était ancré dans la défense de la monocratie à cette époque-là. Je vous ai dit que j'ai écrit. J'ai écrit, malheureusement, Kamtoki était mon critique à l'époque.
n'avait pas bien lu la page. J'avais dit, on peut imaginer un multipartisme par rotation de province. Quand on n'a pas tourné la page pour lire naturellement, cette façon de manipuler les ethnies n'est pas très démocratique. Il n'a pas lu la page, il m'a condamné sur le verso, sans avoir lu le recto. Sur le recto. Le recto, sans avoir lu le verso. Sans avoir lu le verso. Et ça pose donc un problème de méthodologie intellectuelle. Parce qu'il s'est lancé dans une grande critique avec des disciples derrière lui. Je n'étais pas si idiot que je puisse présenter un multipartisme aussi. Professeur Ambroise Kombo. Oui, je voudrais revenir sur une ou deux petites choses. D'abord, ce que le collègue Monojana a parlé tout à l'heure quand il parlait des élites. Donc, c'est un concept que nous connaissons, l'entrisme. C'est-à-dire, à un moment donné, vous avez un certain nombre de besoins à satisfaire, et puis vous avez des gens en face qui vous donnent des conditions que vous devez satisfaire si vous voulez, que vous allez remplir, si vous voulez satisfaire ces besoins. Vous remplissez les conditions et vous entrez dans le système. Et puis on vous donne la main, on vous satisfait. Bon, ça c'est connu. Je ne voudrais pas revenir là-dessus. Le débat est clos. Mais ce que je voudrais dire, plus sérieusement, c'est que ce que le collègue Monojana dit quand il parle du multipartisme dans tout ce qu'il décrit là dans les années 90, ce qu'il oublie de mentionner, c'est l'aspect mission de l'intellectuel. Si nous revenons à ce concept de l'intellectuel, l'intellectuel a des missions. A des missions. Et ces missions-là ne sont pas des missions de circonstance. Ce sont des missions, j'allais dire, éternelle. Oui. Et entre autres de ces missions, il y a le rôle d'éclaireur. L'intellectuel est d'abord un éclaireur. Quand nous parlons d'intervention dans le débat public pour la transformation sociale, c'est l'intellectuel qui doit dire, écoutez, enfin, c'est pas qu'il dicte les normes, il doit éclairer le débat et sans nécessairement prendre parti pour l'un ou pour l'autre, en disant, voilà, pour nous autres, pour notre pays, pour notre société, à l'heure qu'il est, voilà comment, moi, personnellement, je vois les choses. Vous prononcez et vous vous retirez. Et puis, voir comment les hommes politiques, les acteurs vont utiliser vos points de vue, vos idées, votre manière de penser, parce que c'est ça le rôle de l'intellectuel dans la société. Il n'est pas obligé de prendre position et de rentrer dans les rangs d'un côté contre l'autre. Non, il dit bon voilà la situation et voilà ce que je vous propose. Non, il doit remplir ses missions d'éclaireur. Ces missions d'éclaireur pour la transformation. Mais ce n'est pas le sentiment que vous avez toujours eu, par exemple, pour cette période de 90, pour ça, comme vous avez écrit d'ailleurs à ce sujet, on évoquait votre livre tout à l'heure, pendant cette période du multipartisme, il y avait des grands clivages, il y avait ceux qui étaient parmi les intellectuels et irrémédiablement opposés à toute idée d'avancée démocratique. Ils sont tout à fait libres. Oui. Mais si vous regardez ma trajectoire, si vous me relisez, à aucun moment, vous ne verrez que j'ai pourfendu tel ou tel système. Je me suis toujours installé. J'ai toujours essayé de jouer au mieux mon rôle d'universitaire, d'intellectuel, d'éclairer, de dire, bon voilà, si vous regardez par exemple, vous parliez tout à l'heure de la question anglophone, j'ai écrit, quand je vois ce qui se passe aujourd'hui là, en 2017, quand on fait comme si la question anglophone était quelque chose de neuf. J'ai relu un article qui est là-dedans, dans la malédiction francophone, que j'ai publié en 95. Oui. En 95. Mais tous les problèmes sont là-dedans posés. Sont là-dedans posés, un à un, sérieux. Et si vous regardez ce texte, si vous relisez ce texte-là, rien, ça n'a pas changé d'un iota. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est exactement ce que j'annonçais en 95. Et si vous le lisez, mais les problèmes posés sont rigoureusement les mêmes. Et si l'homme politique, parce que c'est ça aussi le rôle de l'intellectuel, le rôle de l'intellectuel, c'est d'éclairer l'homme politique, parce que l'homme politique est dans l'action.
il a des intérêts à défendre, il n'a pas toujours le temps de réfléchir, et notre rôle est de lui dire, attention, si vous allez vers là, voilà ce qui risque d'arriver. Si l'homme politique avait un tant soit peu tenu compte du rôle de l'intellectuel, et c'est là un des problèmes qui nous interpelle, nous autres dans notre société, c'est que l'intellectuel camerounais ne s'est pas fait suffisamment respecter pour que l'homme politique soit, pour ainsi dire, obligé de tenir compte de ce qu'il dit. Non, alors, mais finalement, les intellectuels camerounais, pour ceux qu'ils sont, vous trouvez qu'ils penchent beaucoup plus du côté du pouvoir, ou alors ils cirent toujours les pompes du pouvoir pour dire... Il parle d'entrisme. Ah bon, non. On sait quand même qu'il y a eu une pétition des universitaires appelant je ne dis pas à la candidature du président de la République. Je ne veux pas dire ce que l'intellectuel camerounais fait. Chaque citoyen de notre pays est libre de se comporter comme il veut. Vous comprenez? Je ne peux pas... S'il fait de l'entrisme, je constate qu'il fait de l'entrisme. Je n'ai pas à le condamner. Je n'ai pas à le condamner. Je constate qu'il fait de l'entrisme et je le regarde, je l'observe. Chers collègues, je vais quand même revenir sur quelque chose que vous venez de dire là. Oui. Bien sûr, ceux qui sont opposés à un pouvoir pensent que les intellectuels qui accompagnent ce pouvoir font de l'entrisme. Oui. Et je crois que ça a une position idéologique. Et autre chose, quand vous dites que l'intellectuel doit seulement conseiller, non. Éclairer. L'intellectuel doit rentrer parfois dans l'action. Imaginez-vous en 1958, quand De Gaulle revient au pouvoir, de Londres, n'est-ce pas, et que pendant la résistance. Oui, tout à fait. Pas 58, quand il revient au pouvoir. Voilà. 45 ans. Pendant la résistance, il y a des intellectuels qui étaient pétainistes. Tout à fait. Bon, et d'autres qui prenaient les armes. Ils ne pouvaient plus montrer dans quelles conditions la résistance est bonne et dans quelles conditions elle ne pourrait pas convenir. Non, il y a un moment où l'intellectuel doit prendre une décision. Et tu la prends. Et en montrant des principes, quand j'écrivais l'idée sociale chez Paul Biya, j'avais dit dans l'introduction que les conditions qui me font adhérer, si elles viennent à changer, mon adhésion aussi va changer de sens. J'avais prévu. J'avais prévenu. Et depuis cela, vous l'avez fait? Je l'ai fait quand ça ne me semble plus. Et voilà pourquoi je suis considéré dans mon appareil comme un dissident, parce que j'ose critiquer ceux qui nous valent des critiques. Ceux qui valent au parti de prêter le flanc aux critiques par leurs agissements. Ce n'est pas parce qu'ils sont du RDPC que je ne vais pas les critiquer. Je dis ce que vous faites là. C'est ça qui fait que notre parti prête le flanc à des critiques virulentes à cause de ça. Et je m'en prends à eux. Pas à l'appareil ni à sa doctrine, mais aux individus chargés d'appliquer et qui par opportunisme vont plutôt se servir plutôt que servir le pays. Je m'en prends à eux. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que je suis jaloux parce que je ne me suis pas enrichi. Vous voyez, c'est trop facile de dire que quand quelqu'un vous parle raisonnement avec des arguments, vous le prenez par le corps, par la famine, par la position matérialiste. C'est des vulgaires matérialismes, c'est du matérialisme vulgaire qui caractérise ce qu'on appelle alors certaines élites. Oui. Parce qu'ils parlent bassement argent. Et que si tu n'as pas d'argent, tu ne dois pas parler contre eux. Tu ne dois pas poursuivre la raison. Ceux qui poursuivent la raison et le raisonnement, c'est-à-dire ceux qui se mettent à justifier leur comportement par des arguments, eh bien ceux-là sont soupçonnés de vouloir tuer l'appareil, de vouloir critiquer l'appareil. Et ça, c'est une critique qui est trop facile dans notre appareil. Il parle parce qu'il est aigri. Je ne vois pas un fonctionnaire... Donc, vous dites qu'il y a une tension quelque peu irréductible entre le statut d'intellectuel et la pensée au sein du pouvoir, je veux dire. Mais l'intellectuel est intellectuel partout, au sein du pouvoir ou en face du pouvoir. Il y a des intellectuels
pragmatistes à l'intérieur comme à l'extérieur, des opportunistes à l'intérieur comme à l'extérieur, des magiciens à l'intérieur comme à l'extérieur. Oui. Justement, le problème est là. Le problème est là, c'est que nous devions clarifier le concept. Nous devions clarifier le concept et le défendre. Parce que si les élites ont l'impression que vous les enviez, que vous les admirez, parce que quand il y a réception, quand il y a manifestation au village ou dans une région, vous allez vous installer et ils arrivent en Pajero et vous les admirez, mais ils vont vous mépriser. Vous comprenez? Ils vont nécessairement vous mépriser parce qu'ils disent, mais vous... Mais Ambroise, il y a des règles sociales. Quand les aînés sociaux, c'est des jeunes gens, n'est-ce pas? Mais ils sont des aînés sociaux. Quand ils entrent, vous mettez quand même debout. Ah non, non. Ça ne veut pas dire que... Non, attention. Si, quand même. Ils représentent une institution. Ils représentent une institution. Quand mon jeune petit frère qui est ministre arrive, je me lève, même si je le considère comme un profiteur, n'est-ce pas? Ou un arriviste, ou tout cela. Je sais qui il vaut intrinsèquement. Justement, ce que je dis, c'est simplement que si l'intellectuel camerounais avait joué son rôle, il se serait fait respecter. Mais vous vous souvenez, je n'ai rien à vous apprendre. Quand De Gaulle dit, quand Sartre descend dans la rue en tête d'une marche et que les gens disent il faut l'arrêter, De Gaulle dit mais on n'arrête pas De Gaulle. Voltaire. On n'arrête pas Sartre. On n'arrête pas Voltaire. On n'arrête pas Voltaire. Oui. On n'arrête pas Sartre. Puisque d'ailleurs, sur insistance d'André Malraux, qui s'indignait de ce que Sartre puisse critiquer De Gaulle aussi vertement. Donc quand même, De Gaulle, lui, a le réflexe de dire on n'arrête pas Voltaire. On n'arrête pas Voltaire, on n'arrête pas Jean-Paul Sartre. Mais alors, moi, je voulais poser une question à la suite de ce bel exemple que vous prenez. Est-ce qu'au Cameroun, on n'a jamais eu la possibilité de voir un pouvoir lui-même, le pouvoir lui-même considérer l'intellectuel? Ce n'est pas au pouvoir à considérer l'intellectuel. Là, je m'inscris en faux contre cette affirmation que vous faites. Ce n'est pas au pouvoir. Ce n'est pas le pouvoir qui doit venir me dire, me définir ou me dire qui je suis. C'est moi qui me définis. C'est moi qui me donne une identité. Et le pouvoir va faire avec. Vous comprenez? Et si nous sommes suffisamment nombreux pour constituer une masse critique dans la société, le pouvoir sera obligé d'en tenir compte. C'est ça, c'est cela qui se passe. Mais en dernière instance, l'institution doit quand même décider, ratifier. La valeur que tu t'es donnée, le pouvoir doit ratifier ça. Oui, le pouvoir peut ne pas le ratifier. Ça ne changera rien à ma condition, à ma manière d'être, à ma manière de penser, à ma manière d'agir. Parce que justement, je ne veux pas jouer aux entristes pour plaire au pouvoir, pour qu'il me tienne. Il n'aura aucun moyen de me tenir. C'est ça le problème. Et je ne vais pas laisser au pouvoir la moindre occasion de me tenir. Et justement, mon espoir, c'est que nous soyons suffisamment nombreux. On n'a pas besoin d'être 10 000, hein, suffisamment nombreux pour penser que, bon, une fois que ceux-là ont pris position, ben, il va falloir en tenir compte. Et justement, le rôle du pouvoir, le rôle de ceux qui tiennent les rênes du pouvoir, c'est de faire en sorte que cela n'arrive jamais. Parce que dès que vous commencez à atteindre cette masse critique, on va les chercher pour dire, mais entrez dans le système, venez, ils ont faim, vous avez faim, on va vous donner de quoi rouler, on va vous donner de quoi vous construire une belle villa, on va vous donner des tickets de voyage, vous allez vous promener, vous irez en mission, vous gagnez de l'argent. Les gens sont sensibles à cela. Et puis, voilà, tout se désintègre. Mais finalement, est-ce que ceux qui devraient être intellectuels camerounais ne sont pas tous des peureux, finalement? Non, je ne peux pas dire qu'ils sont tous des peureux. Non, je ne peux pas dire qu'ils sont tous des peureux. Il faut simplement dire que nos conditions, il faut le reconnaître, hein, nos conditions de vie, notre environnement, ne sont pas suffisamment propices pour nous permettre de jouer ce rôle. Parce que c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile. Je vous ai cité là, il y a quelques instants,
quelques intellectuels que j'ai connus, ils n'avaient pas la vie facile. Ils ont une vie extrêmement difficile. Et il n'est pas donné à tout le monde d'accepter ce genre de vivre, ce genre de conditions de vie, simplement pour ses idées, mourir pour des idées, comme disait Brassens. Oui, mourir pour des idées. Lentement. Vous voyez, et combien de personnes sont prêtes à mourir pour leurs idées? Très peu sont prêts à mourir pour leurs idées. Mais ce qu'on demande là est quelque chose de difficile à atteindre. Ah ben nous faisons comme si le système, les tenants du système, comme vous avez dit, comme s'ils étaient sensibles aux principes. S'ils étaient sensibles aux principes, notre comportement pourrait les déterminer à nous valoriser nous-mêmes. Mais ils sont insensibles aux principes. Vous avez beau faire le héros, vous avez vous faire respecter en toute dignité, mais cette valeur-là ne leur dit absolument rien. Ils sont matérialistes et vulgairement matérialistes. On peut appeler ça des matérialistes vulgaires. Il n'y a pas de principe que vous mobilisiez en masse critique, ça ne leur dit absolument rien. Ils tiennent les rênes du pouvoir. Ils ont d'autres valeurs qu'ils respectent. De sorte que l'intellectuel ne peut pas se rattraper dans le regard de l'homme d'État d'aujourd'hui. L'homme d'État ne peut pas considérer l'intellectuel, quelle que soit sa valeur. Je crois que il faut éduquer la jeunesse. Aujourd'hui, les adultes d'aujourd'hui, c'est déjà un peu trop tard pour leur apprendre à considérer les valeurs du rationalisme. C'est un peu tard. Ils ont d'autres valeurs qu'ils ont mises en place. Et c'est là qu'ils voudraient nous attirer, nous tous. Nous qui résistons. Je ne veux pas dire que nous sommes maltraités, non. Moi, par exemple, j'ai ma pension de fonctionnaire. Et cette pension me permet de manger pendant 30 jours, de mettre du carburant dans ma voiture. Je ne suis pas malheureux, sous prétexte que je ne suis pas avec eux. Je ne suis pas malheureux. Et c'est ça que moi je tiens à vivre indépendamment, sans demander l'aumône. Je crois que c'est cette attitude qu'il faut que tous on puisse montrer. Ne pas demander l'aumône, ne pas aller nuitamment leur dire, bon, initiez-moi finalement. Non. Mais est-ce qu'il n'y a pas, parce que j'ai bien vu que le professeur Ambroise comme a rejeté du revers de la main l'idée que le pouvoir lui-même devrait d'abord avoir un respect pour l'intellectuel. Mais je me pose quand même la question. Est-ce qu'il est capable? Et vous parlez de l'éducation de la jeunesse, puisque vous dites que les adultes c'est perdu et même irrémédiablement perdu. Alors finalement, professeur Ambroise comme, est-ce que le pouvoir lui-même, lorsqu'il perçoit le monde intellectuel, est-ce qu'il ne serait pas urgent, voire important, que le pouvoir lui consacre d'abord une certaine importance dans son vécu quotidien, dans ses modes d'expression et dans même sa sécurité? Ce serait extraordinaire, oui, si le pouvoir le faisait. C'est la quadrature du cercle. Oui, ce serait extraordinaire. Oui. Mais l'intellectuel dans la société ne doit pas attendre sa légitimation de ce pouvoir-là. La légitimation de l'intellectuel ne vient pas de ce que le pouvoir le reconnaît comme tel. C'est d'abord l'entourage. C'est d'abord le peuple. Si je suis un enseignant d'université, ma légitimité, ce n'est pas ce que le ministre ou le ministère... Ma légitimité vient d'abord de mes étudiants. C'est ça ma légitimité. Quand les étudiants sont contents, satisfaits, et quand les enseignements que je fais, n'est-ce pas, leur permettent de s'imposer en tant que tels dans la société, de compétir avec des camarades de promotion, d'autres universités, d'autres pays, c'est de là que vient ma légitimité. Ma légitimité, je ne la tiens pas du chancelier ou du recteur de l'université. Ce n'est pas lui qui me rend légitime. Ce sont d'abord mes étudiants et ensuite la reconnaissance de mes collègues. La reconnaissance que mes collègues ont du travail que je fais. C'est ça qui fait ma légitimité. Et une fois que vous avez cette légitimité-là, il est à peu près certain que le pouvoir, qu'il le veuille ou non, sera obligé, à un moment donné, de reconnaître que, après tout... Ou de vous écraser.
ou de vous écraser. Mais le pouvoir a aussi pris certains intellectuels camerounais qui y travaillent. Mais le pouvoir a pris quelques intellectuels. Il y en a d'autres encore qui sont là. Mais attends, bon, je ne voudrais pas parler, grossièrement. Hein. Oui. Il y a des conditions quand même. Tout le monde connaît ces conditions. Que voulez-vous que je vous dise? C'est des collègues qui vont vers à l'intérieur du système, dans le sein des saints. Oui. C'est des collègues qui ont accepté des conditions que moi, je ne peux pas accepter du tout. Parce que ces conditions vont m'avilir. Ces conditions sont avilissantes pour ma dignité. C'est cela que j'appelle valeur, justement. Oui. C'est ça. Et c'est des valeurs qui sont non négociables. Et un professeur, comme vous avez décrit, ne peut pas être valorisé par le système. Qu'importe. Parce que précisément, ce n'est pas le genre là qu'il faut dans le système. Qu'importe qu'il soit valorisé par le système, l'essentiel est qu'il soit légitimé, par ceux pour qui il travaille. Oui. Par ceux pour qui il s'est donné une mission. Parce que, et c'est justement là qu'on engage la transformation sociale. Parce que les jeunes étudiants là que vous formez et qui apprécient, demain quand ils seront au pouvoir, parce que c'est eux qui vont être au pouvoir quand nous n'y serons plus, ils vont petit à petit être amenés à respecter les gens qui sont comme ceux qui les ont formés. Puisque nous n'y serons plus. S'ils ne sont pas happés par les recruteurs. C'est ce que Mongo Betty appelle la responsabilité de l'intellectuel africain. Absolument. Il faut construire pour l'avenir. Il faut construire pour l'avenir parce que s'ils sont happés, ils ne peuvent pas être tous happés. Moi, j'ai eu des générations d'étudiants à l'université de Yaoundé. J'en ai eu je ne sais pas combien de centaines. Il y a peut-être 95% qui peuvent être happés, mais il y aura toujours 4 ou 5% qui vont survivre à cela, et ce sera la contribution que nous aurons apportée. Oui. Et si eux font travail, et à chaque génération il y a 5%, nous ne sommes pas censés nécessairement cueillir de notre vivant les fruits de ce que nous enseignons. C'est le seul espoir que j'ai aussi. Hein. C'est ça. Ça va donner l'exemple aux jeunes générations qu'on peut être un homme, même quand on a gardé sa dignité. Parce qu'aujourd'hui, on tend à faire croire que si tu tiens à conserver ta dignité, tu ne seras jamais un homme. Voilà l'éthique qui est développée globalement. Quiconque veut sauvegarder sa dignité est perdu. Or, nous voudrions enseigner l'éthique contraire, que c'est précisément ceux qui perdent leur dignité par des comportements corporels indignes. C'est ceux-là qui n'iront pas loin et qui ne vont pas amener le pays très loin. Et ceux qui se préservent spirituellement, corporellement, ceux-là porteront le pays très loin. Et c'est ça les vrais intellectuels. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas finalement, quand je vous entends, est-ce que on peut donc dresser un corpus? Est-ce qu'il y a finalement au Cameroun des intellectuels qui se dégagent à chaque fois, qu'on peut mettre en avant et avoir un espoir autour de leur réflexion sur la marche de la société camerounaise, professeur Ambroise Kom? Oh ben, je ne sais pas, je ne suis pas là pour nommer des gens, pour dire non. Je crois qu'il y en a dans la société qui continuent de faire leur travail convenablement et qui ne s'avilissent pas et qui ne jouent pas nécessairement au jeu de l'entrisme. Et puis surtout ce que nous voyons, ce que nous disons. Parce que nous avons le regard, c'est absolument incroyable, hein? Nous avons le regard fixé vers l'appareil d'État. Mais il n'y a pas que l'appareil d'État. Vous avez des gens qui sont dans le secteur privé, qui font tout à fait convenablement un travail d'intellectuel absolument formidable et qui est reconnu là-bas. Parce qu'il ne faut pas penser que c'est plus facile dans le secteur privé que ça ne l'est dans le secteur public. Oui. Mais je dis qu'il y en a. Et que s'il n'y en avait pas, nous désespérerions de notre société. Or, nous avons la responsabilité, comme j'ai dit tout à l'heure, d'essayer d'éclairer, même si ça ne fonctionne pas. Mais à partir du moment où nous avons pris cet engagement-là, nous devons aller jusqu'au bout. Hein. Nous devons aller jusqu'au bout. Nous ne sommes pas ici pour donner des noms, pour dire à tel endroit qui fait telle chose. Ça pose des problèmes. Hein. Parce que nous avons un observatoire
dans ce pays des ressources humaines, Oui. je me demande quel regard cet observatoire pose-t-il sur la société, sur les composantes de la société. Et qu'est-ce qui fait que les lois de la statistique ne jouent pas dans notre société, les lois de la statistique qui devraient mettre toutes les composantes de la société dans le milieu de la construction nationale. Ne sont dans le milieu de la construction nationale qu'une grappe choisie dans un sac, une grappe de même couleur. Alors qu'il y a, le sac est plein de billes multicolores. Oui. Mais l'observatoire, quand il sort ses doigts, il n'y a que des billes d'une même couleur pour participer à la construction du pays et de la nation. Ceci est dangereux. Ceci est dangereux. Ce hasard arrangé là par les agences des ressources humaines pour ne choisir que les mêmes individus dans les mêmes appartenances. Oui. Ceci est très grave parce que concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'on divise le pays en deux. On ne choisit que des coreligionnaires. Les coreligionnaires sont choisis et on met dehors ceux qui n'appartiennent pas à la même chapelle. Et je trouve que c'est dangereux pour un pays Alors, ça me permet de revenir sur... de choisir la moitié de ses composantes. Oui, alors oui, justement, c'est sur quelle base? Serait-ce le tribalisme? Mais j'ai dit, vous êtes des coreligionnaires. Oui, tout à fait. D'accord. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. Alors, mais est-ce que vous-même, professeur Monondiana, il y a eu quelques polémiques à votre sujet? Oui. On vous a accusé justement de tribalisme. À une époque, vous étiez chef de centre de baccalauréat dans la région de l'Ouest. Oui. On a dit que vous y êtes allé pour faire échouer des gens. Oui, oui. Nous, on a dit que je suis allé pour faire échouer l'enfant Bamileke. Oui. C'est des sornettes. C'est tellement idiot comme affirmation. Vous savez que pour ceux qui savent comment on travaille dans un jury, vous êtes un collège de professeurs. Bien sûr, tu es président de ce jury. Mais il y a des hommes avec toi. Tu ne peux pas prendre une décision arbitraire contre un candidat si les autres membres du jury ne l'acceptent et ne l'approuvent. Or, il se trouve que dans cette session d'examen baccalauréat 89, eh bien, j'avais trouvé une fraude massive. J'ai gardé jusqu'à ce jour ce rapport. Les papiers étaient allés dans tous les centres d'examen sans être anonymés, c'est-à-dire avec des en-têtes. Tu vois un papier avec l'en-tête, tu connais le nom, et c'est un jeu d'enfant qui découvrir tout le code d'anonymat de toute la région. Alors j'ai gardé tout cela, j'ai dit c'est pas possible. Et j'ai trouvé que les admissibles, il y avait encore la deuxième, l'oral. L'oral, oui. Les admissibilités étaient dans les 87%. C'était grave. Les statistiques à l'époque, c'était 23%. Pour le Cameroun. Les statistiques normales, oui, pour tout le Cameroun. Mais là, on était à 87%. Oui, oui. Et je suis arrivé, c'était ahurissant. J'ai appelé les membres du jury, je vais regarder ça. Regardez combien d'entêtes nous sont revenus des sous-centres. Des entêtes plein, une enveloppe que j'ai conservée jusqu'à ce jour où je vous parle. Donc tout le monde connaissait l'anonymat là-bas. Et je ne vous dis pas les autres secrets, parce que ce serait dangereux. Mais quand même, il y avait une mauvaise organisation et une mauvaise volonté de la part des collègues correcteurs. J'ai téléphoné au ministre Mbouy à l'époque. Il m'a dit là, alors il y a abondance dans la matière. Il a parlé argot comme ça. Bon, j'ai appelé les membres du jury. J'ai dit, bon, les collègues ont corrigé, je ne peux pas revenir là-dessus, mais on va essayer de voir à l'oral. On va tenir compte des notes de l'écrit pour essayer d'harmoniser avec l'oral. Bon, nous avons suivi les copies de l'oral, chaque demi-journée par demi-journée. Et je suis tombé sur une copie qui avait eu 18 sur 20 à l'écrit. Ça m'a étonné, même
Juan Carlos lui-même ne peut pas avoir 18 sur 20 comme ça, à l'écrit. J'ai donc attendu le candidat là à l'oral, il a eu 19. Quand j'ai donc vu les notes, la demi-journée là, j'ai comparé avec l'écrit, dit, je vais donc recorriger l'écrit, parce que moi je fais espagnol. Oui. J'ai recorrigé la copie d'écrit, la fille, c'est une fille. Elle avait en fait 11 sur 20. Donc on lui avait ajouté 8 points, 7 points. 7 points. Ouais. J'ai donc appelé ce gars, le correcteur, il dit, tu as vu ça? Tu vois, les contresens. C'était un texte sur l'agriculture, avec les colons espagnols. Alors voici un colon, tu as dit la colonne. Où est la colonne là? On parle d'un colon. Toi tu me parles de colonne. Et tu lui donnes 2,5 sur 2,5. Tu as vu ça? Le gars tremblait. J'ai dit, toi à l'oral, tu m'enlèves 7 points à tous tes candidats. À l'oral. On a essayé de faire la même chose dans les mathématiques. Tout ça, c'était notre stratégie. Ça a ramené quand même les résultats à 53%. Et Bafoussam était le premier centre de la République avec 53%. N'empêche, quand je suis arrivé à Yaoundé, on m'a appelé à la présidence en me disant que 5 députés, la MIFI avait 5 députés, 5 circonscriptions à l'époque, les 5 députés de la MIFI ont écrit contre moi à la présidence. Mais un monsieur de la présidence m'avait aussi téléphoné depuis Bafoussam que quand tu rentres sur Yaoundé, dépose un rapport à la présidence. J'ai déposé le rapport. Ils m'ont dit, voici le rapport, on a eu ton rapport. Il s'avère que c'est toi qui avais raison. Donc va, ne t'inquiète pas. Mais si je révèle les noms de ceux qui avaient fait la magouille au baccalauréat, certains de ces jeunes collègues sont maintenant retraités. Mais j'avais gardé le secret. Mais j'ai des copies chez moi que si ça barde un jour, je veux sortir ça. Je veux sortir qui avait fraudé et qui n'avait pas fraudé. Donc ce n'est pas moi qui avais fait la fraude en fait. Moi, je voulais réduire les effets. Là, vous faisiez déjà œuvre d'intellectuel, pour ainsi dire. Vous aviez des principes qu'il fallait respecter. Non, je faisais... Non, c'est pas l'intellectuel. Il ne faut pas confondre l'intellectuel avec le technicien. Vous étiez technicien. Oui, le technicien maîtrise son domaine. Oui. Il n'est pas forcément intellectuel, tout à fait. Mais c'est un technicien. Oui. Le médecin, pour opérer le ventre, il n'y a pas deux comme lui. C'est un technicien. C'est une œuvre de salubrité, là, quand même. Qui rejoint aussi tout ce que vous avez poursuivi après dans le milieu intellectuel, bien sûr. Non, c'est entendu sur le milieu intellectuel. Bon, vous prenez des positions sur des grandes questions. J'ai donné ma position sur l'affaire de Bamenda la semaine dernière dans Mutation, n'est-ce pas? Vous la résumez encore? Vous dites quoi au sujet de Bamenda? Vous êtes contre les revendications? Mais j'ai exprimé ma position en disant qu'il y a la déclaration. Bon, je ne vais pas recommencer ça. C'est comme s'il y avait des hommes et des non-hommes. Alors, les hommes, c'est ceux qui agressent, les non-hommes, c'est ceux qui défendent les biens publics. Et non pas le moindre droit, pas le droit naturel. Et c'est des non-hommes, c'est des non-êtres qui peuvent recevoir des gifles, des barres de fer. C'est eux qui reçoivent les bidons d'essence et les allumettes. Mais il y a eu des exactions aussi des forces de l'ordre là-bas. Je dis il faut tenir compte de tout cela. Il ne faut pas faire comme si les uns étaient des hommes, dont il faut défendre les droits, et les autres des non-hommes, qui sont... comment dirais-je, préposés aux gifles et aux barres de fer et à tout cela. Ce sont des hommes. Ce sont les policiers, les forces de maintien de l'ordre, sont des hommes qui ont une biologie, qui ont une sociologie, qui ont une métaphysique, qui ont une ontologie. C'est des gens qui ont le sang qui coule dans leurs veines, n'est-ce pas? C'est des hommes. Alors quand on les blesse, ils veulent les considérer comme ce sont des ontologies. Ce ne sont pas des non-hommes, ce ne sont pas des non-êtres. Ils ont aussi droit aux droits de l'homme. C'est ça que je voulais dire. Maintenant, quand ils ont fait des exactions, le droit s'applique à tout le monde. À ceux qui ont attaqué depuis la rue, comme à ceux qui ont réagi disproportionnellement. Mais il ne faut pas que nos officines des droits de l'homme soient là seulement pour déculpabiliser la criminalité ordinaire. Il y a des crimes de droit commun que des gens commettent sous prétexte de revendiquer. Ces crimes de droit commun doivent avoir été réprimés. C'est ma position. Voilà, d'accord. Professeur Ambroise, comme le professeur Mohamed en a parlé un peu longtemps. Non, je voudrais simplement, j'aurais
eu beaucoup de choses à dire, mais je rebondirai sur la question des anglophones pour dire qu'il y a là un gros problème de responsabilité. C'est-à-dire je n'entre pas dans le débat, dans les faits, pour dire que c'est des choses qui n'auraient jamais dû arriver si nous nous étions comportés en citoyens qui aimons notre pays. Ça n'aurait jamais dû arriver. Parce que nous en sommes arrivés dans ce pays à faire comme s'il était normal qu'on parle d'un côté d'anglophones et de l'autre des francophones. En quoi sommes-nous francophones véritablement? En quoi sont-ils anglophones? Nous sommes des anciens colonisés, nous sommes Camerounais. Et la première chose que nous aurions dû faire, c'était de revendiquer notre camerounité et d'oublier cette affaire de francophonie et cette affaire d'anglophonie et de construire une identité camerounaise. Si nous avions, au lendemain de la réunification, pris le soin de construire une identité camerounaise, nous n'en serions pas là. Je prends l'exemple, et j'en parle dans mon texte là, je prends l'exemple de l'école, n'est-ce pas? Quand nous devenons indépendants, en 1960, n'est-ce pas? Moi j'ai fait le baccalauréat au lycée du Manengouba, j'ai fait le bac. Le Cameroun était un centre d'examen. Le baccalauréat venait de Bordeaux en 67, 7 ans après l'indépendance, n'est-ce pas? Et dans les années 80, on crée l'office du baccalauréat. Quand les anglophones, le GCE était dispensé par la Grande-Bretagne au début des années 80, jusqu'à ce qu'on crée l'office, le GCE Board. Pourquoi avons-nous créé d'un côté l'office du bac et de l'autre le GCE Board? Pourquoi n'avons-nous pas créé un diplôme d'études de fin d'études secondaires typiquement camerounais qui n'est ni le baccalauréat ni le GCE? Il y a des tas de problèmes comme ça qu'on aurait résolus. Donc nous sommes là en train de nous lamenter aujourd'hui. Nous nous sommes enfoncés nous-mêmes. Nous nous sommes enfoncés nous-mêmes. Parce que si on avait eu... je parle là d'un problème purement éducatif. Si on avait résolu le problème, harmonisé dès le départ, le système scolaire, en oubliant, en tournant la page du baccalauréat, en tournant la page du GCE, en créant un système d'évaluation camerounais pour les fins d'études secondaires, il y a des tas de problèmes qu'on aurait résolu. Cela aurait été applicable pour le système juridique, pour toutes sortes de systèmes, pour le système de gouvernance, prendre certaines choses qui étaient bonnes dans la colonisation anglaise, l'appliquer même du côté des francophones, prendre certaines choses qui étaient bonnes du côté l'appliquer, mais avec l'accord de tout le monde, nous aurions créé le Cameroun pour nous-mêmes, un Cameroun valable pour nous-mêmes. Tandis que là, nous sommes en train aujourd'hui de résoudre le problème de droits de l'homme, de répression, de contre-répression. Vraiment, c'est une affaire de responsabilité. Oui, mais Ambroise, ceci étant dit, ce qui aurait dû être fait n'a pas été fait. Mais nous avons le présent maintenant. Oui, mais est-ce qu'on est prêt à le faire là maintenant? Est-ce qu'on accepte, oui, qu'on s'est trompé? Il y a les débats. Est-ce qu'on accepte, cher Hubert, est-ce qu'on accepte qu'on s'est trompé? Mais je crois que l'erreur est évidente. Ouais. Ta démonstration montre que si on avait mixé le système, n'est-ce pas, on ne serait plus en train de parler d'une duplicité. Et nous étions en train de parler du rôle intellectuel. Je vous dis que là, j'ai écrit un texte en 95 pour dire qu'on fait erreur, on fait fausse route. On fait fausse route et qu'on devrait s'arrêter et réfléchir. C'est ça le rôle de l'intellectuel. Et je le maintiens aujourd'hui. Il y a même eu la réforme de l'enseignement secondaire là, depuis 1994, je crois. Si vous me demandez... Ce n'est pas appliqué. Et tout cela, rien n'a été intégré. C'est comme si vous me demandez... La suppression du probatoire, par exemple. Ça n'a pas été appliqué. Oui. C'est comme si vous me demandez l'université camerounaise dont j'ai parlé, j'ai écrit pratiquement un livre là-dessus, l'université camerounaise. Nous faisons fausse route. Peut-être dans 20 ans, ça va encore éclater et nous allons dire, mais oui, mais je le dis depuis 93, nous faisons fausse route. L'université camerounaise se meurt parce que nous ne voulons pas prendre nos responsabilités et dire, écoutez, nous avons hérité de cette université d'Occident. Tous les pays ont fait cela, mais chacun a adapté l'université à ses besoins. Nous ne l'avons pas fait. Nous ne l'avons pas fait et nous ne le faisons pas. Et ça va nous péter, tôt ou tard, ça va nous péter à la figure. Voilà.
Alors, merci monsieur, merci professeur Ambroise Combe d'avoir accepté de venir débattre une fois de plus avec nous du rôle des intellectuels, surtout des postures des intellectuels camerounais face aux enjeux républicains. Merci aussi à vous, professeur Hubert Mononzana, philosophe, d'avoir accepté de débattre avec nous de ces thèmes. Je vous dis aussi merci, chers téléspectateurs, d'avoir consacré 90 minutes à nous écouter. Et je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 20h30 pour une nouvelle édition de Géopolis. Restez en compagnie des programmes d'Equinox Télévision. Et à bientôt.